Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour, vous êtes marsupilami aujourd'hui. Ouais, je suis vous avez un beau t-shirt marsupilami pour ceux qui nous suivent. Là, cette semaine, regardez, il fait beau et tout. Ouais. Je sais pas si ça va durer, mais un peu froid, donc c'est pour ça qu'il faut bondir. Vous êtes mais bondissant. c'est bien là. Il y avait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de soleil, donc on va pas se plaindre. Hein. Et alors, puis, c'est une époque formidable. Alors, plein de bonnes choses. Alors là, vous savez, c'est ce que je dis dans une année de libraire. Il y a d'excellents livres dont on parle, hein, vraiment forcément. excellents et tout. Puis il y a des livres qui vous marquent, c'est-à-dire qui sont des références dans votre année, et même dans plusieurs années. Alors, on avait eu il y a quelques temps, vous savez, des choses comme ça, comme Ceux qui restent de Michelin, qui est en pocket, qui était un grand livre, et L'Embuscade, qui avait été un énorme truc qui nous avait marqué tous les deux, et tout, des gros coups de cœur, et qui avait beaucoup impressionné les gens. Et là, vient de paraître, alors la couverture, je sais pas qui a fait la couverture, mais je la tuerais. Hein. C'est franchement, si on veut tuer un livre, c'est pas possible. Ça s'appelle Le lit clos de Sophie Broca, c'est chez Mialet Barreau. Regardez la couverture. Alors vous regardez sur le podcast, hein, vous allez voir, c'est pas faisable. Enfin, voilà. Ça donne pas on franchement voit une envie. Bretonne avec un drapeau rouge, mais on dirait que c'est mal monté, mal photographié et tout. Donc voilà. Mais pour moi, ça a été un grand moment. Alors de lecture. Elle avait écrit un bouquin qu'on avait adoré qui s'appelait Le Baiser. Oui. Qui était un livre qui parle. Ah oui, voilà, vous vous souvenez de ce livre qui était sur la tombe de Brancusi. Voilà. Avec cette statue. Exactement, voilà, extraordinaire avec la recherche d'où. Voilà, c'était un superbe livre. Et là, celui-là, c'est absolument. Alors, si vous êtes une femme, c'est indispensable. Si vous êtes un homme aussi, parce que vous allez voir comment, en tant que mec, vous n'êtes pas brillant non plus par moment, et ça, c'est pas nouveau. On est en 1924 à Douarnenez. Et alors, Douarnenez et la Bretagne en 1924, c'est absolument effrayant parce que il y a deux femmes. On a deux femmes. Alors, c'est des poissonneries. Hein, c'est des poissonneries, des comme on dit, des gens où on met les sardines en boîte, ou voilà. Et là, c'est le travail de ces femmes qui sont absolument exploitées. C'est abominable. Il y a l'odeur, il faut qu'elles tranchent le nombre de têtes à une vitesse incroyable. Elles sont surveillées par des gardes-chiourmes. Enfin, c'est abominable. Et puis, alors là, il y a une femme qui s'appelle Louise. Elle est complètement dedans, mais plutôt indépendante, provocatrice. Et puis, il y a une petite jeune qui s'appelle Rose. Elle est à la campagne. Sa mère meurt. Ils sont paysans et il faut qu'elle gagne de l'argent. Son père l'envoie dans cette conserverie et c'est le début des événements qui a été un des plus importants en Bretagne. Et au début, je ne connaissais pas en France. En 1924, c'est la plus grande grève féminine en France. Hein. C'est-à-dire que toutes ces femmes, il y a un moment, elles en ont tellement marre, elles sont tellement exploitées, elles sont tellement physiquement, moralement, elles décident de s'arrêter. Toutes les conserveries décident de s'arrêter. Et là, c'est leur combat, c'est leur combat pendant. Je mets un peu long, mais c'est important comme bouquin. Et donc, c'est leur combat. Elles vont gagner. Hein, il y a rien d'extraordinaire à vous le dire. Mais c'est la rencontre de deux femmes, c'est-à-dire que Louise et Rose. Alors, une très conservatrice, très catho. Voilà, elle a peur de Dieu. Le curé, c'est sa référence. Et puis il y a Louise. Alors elle est communiste. Elle a le poing levé. Elle chante. Et c'est la réunion. Et elles vont s'aimer. Alors que Louise a eu un amoureux, elle était montée à Paris, il était syndicaliste et tout, et va arriver, voilà. Et puis la grève va réussir, et Rose, son côté conservateur, va reprendre le dessus. Et puis, elle va se séparer de Louise. Alors, Louise, c'est une catastrophe. Elle monte à Paris. Et là, c'est une deuxième partie de bouquin qui est extraordinaire. Elle va être employée de maison chez une comtesse. Alors, vous allez rencontrer Picasso, Braque, des gens comme ça. Marguerite, qui a fait de la garçonne. Et elle va devenir une des chanteuses les plus connues de son époque. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est à la fois un roman, moi, je dis ça de détente, mais dans le meilleur sens du terme. C'est un roman historique parce que vous découvrez plein de choses. Et c'est très psychologiquement hyper bien construit parce qu'on sent l'amour de ces deux femmes, leurs doutes, enfin la déception amoureuse. Est-ce que à la fin d'une grève, est-ce que l'amour peut résister? Est-ce que la passion c'est éternel ou est-ce que c'est génial? Franchement, je l'ai lu je l'ai pas lâché. Hein. Donc ça s'appelle Le lit clos. Pourquoi ça s'appelle Le lit clos? Alors le huis clos parce que c'est aussi un huis clos. Ouais. Le lit clos, c'est parce qu'en Bretagne, ces deux femmes, ils sont dans la même, ils ont qu'une chambre, hein, et c'est un lit clos, donc elles vont se retrouver dans le lit clos toutes les deux parce que la petite
jeune n'a pas d'endroit où dormir, et là va commencer leur histoire d'amour. C'est vraiment, vraiment, c'est tout en subtilité, en finesse. On sent le combat de ces gens. Ah ouais, c'est franchement génial. Allez-y, parce que c'est un des grands moments. Hein. Alors, moi, je voudrais rendre hommage à Jean-Luc Petit-Renaud. On a beaucoup parlé du chroniqueur gastronomique, mais c'était un écrivain. C'était quelqu'un qui avait une sensibilité assez incroyable. Donc, il a publié des livres de cuisine, Je cuisine pour vous, le Petit-Renaud, etc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de son dernier livre. Moi, je me souviens que je l'avais reçu à l'époque pour en parler. Ça s'appelait Les 4 saisons des Mille. Et c'était un livre sublime. Magnifique. Et puis, il y avait aussi Bienvenue chez moi. Donc, c'est quelqu'un qui écrivait avec une délicatesse, une façon... Enfin, c'est ce qu'on a dit. Nous, on lui a rendu hommage cette semaine dans l'émission Média. Il aimait les gens. Il était généreux. Et il était généreux. Il était d'une élégance incroyable. Et il ne faut pas oublier ses livres. Donc, Les 4 saisons d'Émile et Marcel sont ses grands-parents. C'est vraiment un bon livre. C'est vraiment des livres. Vous rentrez dedans, c'est des petits, j'ai envie de dire, des petits bonbons. Lui qui aimait la cuisine, c'est des histoires de gens vrais, de gens authentiques. De gens normaux. Enfin, parce que moi, je me rappelle d'une émission qu'il avait fait dans le Cotentin. Ouais. C'est-à-dire qu'il allait de petit bistrot en petit bistrot avec des gens, qui aimaient la nourriture, mais qui se la pétaient pas. C'était pas le crayon, et on avait envie d'y aller. C'est-à-dire que, et puis voilà, il y avait de l'amitié. Et puis c'est gourmand, ça vous donne faim parce qu'il parle toujours de cuisine. Là, je vois Bienvenue chez moi. C'est le dimanche soir, on finissait le riz gras qui avait habillé le rôti de bœuf à l'heure du déjeuner. Il a les mots, ce riz croustillant, ébloui de beurre qui chante en bouche. Ces petits pains au chocolat issus du surplis de la pâte à tarte. Enfin, c'est gourmand. C'est lisez, achetez ces livres. C'est deux mondes. C'est un monde qui s'écroule entre Maïté et eux. C'est-à-dire que c'était plein de générosité, alors différemment, mais c'était plein de générosité. Tout ce qui est combattu maintenant, le gras, le beurre, le sel, enfin tout ce que vous voulez, c'était vraiment. On y revient. Je pense mais que c'est vrai qu'il a fait énormément pour la gastronomie, pour les bistrots, mais aussi pour la grande cuisine. On avait Christian Constant qui nous racontait quand il était au Crillon, il l'avait aidé à mettre en place sa carte. Donc c'est un homme de lettres aussi, c'était un artiste, c'était un saltimbanque, et ses livres étaient des grands livres. Puis on le voyait quand on sentait la plume, la générosité, son vocabulaire. Voilà. J'ai adoré. Donc je trouvais que c'était bien de lui rendre hommage. Alors, quoi d'autre ? Alors, en ce moment, c'est ma période nounours. Oui. Donc voilà. Alors, j'ai ma période nounours. Il y a un petit album chez Larousse qui s'appelle Tu ronfles, ours brun. Alors, c'est de Jen Chapman et de Karma Wilson. Alors, vous regardez en podcast. Mais je vous remercie parce que le podcast, ça marche extraordinaire. Et alors, c'est l'histoire il hiberne l'ours, vous savez. Donc, il ronfle. Donc, il est dans son terrier. Je ne sais pas si on dit un terrier. Enfin bon, il est dans son trou. Et au fur et à mesure que l'hiver passe, il a de plus en plus de copains qui vont arriver dans son terrier. Il va se réveiller. Il a un monde incroyable. C'est très joli, c'est sur l'amitié, c'est une très jolie histoire à raconter quand les enfants vont se coucher. Mais je l'ai pris pour mettre en opposition. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est une BD, ça s'appelle Beneath the Trees. C'est chez, alors vous me connaissez, Arcane. Là, c'est de Patricia Howard. Et là, c'est absolument fabuleux. Beneath Trees, c'est-à-dire sous les arbres. Génial. C'est un ours serial killer, c'est-à-dire c'est un ours serial killer. Je vous montre les images, enfin les illustrations, c'est très joli aussi. Alors on est dans un petit village pas loin de New York où tout le monde s'aime. Hein. C'est-à-dire que on aime faire la cuisine, on connaît son copain, ses voisins, voilà, tout le monde. Vous savez, la banlieue américaine un peu très bien. Puis on voit le papa, il s'en va de temps en temps. Et il va à New York. Et dans New York, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, c'est un serial killer, c'est-à-dire qu'il dépece, il enterre. Et voilà, et c'est absolument. C'est pas pour les enfants. Ah non. Mais alors, attendez, ça, c'est la première partie. C'est-à-dire que là, il est là, on se rend compte que c'est un odieux personnage. Entre les arbres, Beneath the Tree, c'est... c'est un odieux personnage. Et dans son village, tout d'un coup, il y a un défilé de chars pendant une fête et on découvre la chèvre qui est crucifiée sur le char. Et c'est pas lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire pour pas qu'on... Il va essayer de retrouver le serial killer qui est dans son village. C'est génial, c'est plein d'humour, c'est drôle. En plus, il y a toute la psychologie du serial killer à travers les ours, les animaux. Ça se passe chez les animaux. C'est fabuleux. C'est marrant parce qu'il y a un décalage entre le dessin, qui est un dessin plutôt enfantin, qui pourrait être très doux, un livre d'enfant. Enfin, il y a des personnages. Vous avez la chèvre crucifiée. La petite cochonne, elle n'est pas.
non, c'est génial. J'ai adoré, franchement. Pourquoi ils n'ont pas traduit? C'était je sais pas. une volonté. Là, franchement, c'est chez Ankama. L'auteur s'appelle Patrick Ovart et allez-y. Hein. Beneath the Tree, c'est entre les arbres, where nobody sees, où personne ne peut vous voir. Et c'est pas pour les enfants. Hein. Non, c'est pas pour les enfants. Alors pour les enfants, moi j'ai Mission Crotte. Alors je ne l'ai pas parce qu'un petit garçon me l'a volé. Ça marche. C'est de Till the Cat et Agnès Ernoult. Donc Mission Crotte, et ben c'est dans la savane quand tous les animaux ils font leur crotte, hein, ils font caca. Il y a Lucien qui est un petit bousier. Le bousier, c'est celui qui fait des petites boules avec ses pattes. Et c'est bien parce qu'après, quand vous lisez l'histoire à l'enfant, il veut voir un bousier en vrai. Donc vous allez sur Internet, vous lui montrez. Donc il y a Moustique Express qui arrive et qui lui dit attention, caca en vue, urgence popo, propreté, optimisation des pertes organiques. Et Lucien, il est bousier, mais les autres se moquent de lui, trouvent qu'ils sont mauvais, etc. Donc un jour, il décide de faire la grève des crottes, la grève de ramasser le bousier. Et là, c'est la catastrophe parce que le bousier, ça aide à refertiliser la terre. Le dessin, moi, j'ai adoré le dessin parce qu'ils sont rigolos. J'aime les dessins rigolos. C'est une histoire, ça marche à partir de 4 ans. Et je vous dis, moi, un petit garçon me l'a subtilisé. Donc, Mission Crotte, c'est aux éditions Margot à l'École des loisirs. Très, très, très amusant. Je vous propose qu'on marque une petite pause et puis on continue dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Suite du coup de cœur des libraires, du libraire. Je rappelle que vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. Et comme je le disais à quelqu'un cette semaine, notre particularité, c'est qu'on ne ment pas quand on vous parle de livres parce que vous vendez les livres. Donc si vous recommandez des mauvais livres, ça ne marche pas. Disons qu'on a la vérité, on dit la vérité, c'est notre vérité. C'est notre vérité. Mais on ne va pas vous dire une vérité qui est officielle parce qu'on doit dire que le livre est bon et qu'il est de bon ton de dire que ce livre est bon. Si on ne l'a pas aimé, on vous dit qu'on ne l'a pas aimé, mais libre à vous, c'est la liberté de le lire, de l'acheter. Et voilà. Alors, on va vous parler de 2 très grands livres la semaine prochaine. Celui de Philippe Villain, Mauvais élève. C'est franchement un livre remarquable, un style incroyable. Et Éric Solal, Une maman qui ne m'aimait pas. C'est un livre qui est paru un petit peu avant Noël chez Robert Laffont. Allez jeter un coup d'œil sur ces 2 livres, mais on rentrera dans le détail de ces 2 romans qui sont des romans vrais, j'ai envie de dire, puisque ce sont des livres qui sont autobiographiques. Philippe Villain, ça vaut beaucoup plus que ce qu'on en dit sur sa relation avec Annie Ernaux. C'est pas du tout. Mais moi, j'ai été époustouflé dès le début par le style. Mais moi aussi. Mais on vous en parlera plus longuement. C'était une surprise. Ça. Philippe Villain, effectivement, c'est un magistral livre, mais on vous en parle la semaine prochaine. On fait un petit teasing. Qu'est-ce que vous vouliez ceci dit, c'était pour dire la vérité. J'ai été énormément déçu par Le Prisonnier du Rêve écarlate, Prisonnier du Rêve écarlate d'André Makin chez Grasset, qui est une sorte de grande saga sur le communisme. Et je me suis dit, ça peut être absolument extraordinaire. Mais alors, franchement, j'ai pas compris, quoi. Donc, et le style et la façon de construire le roman. Et donc, allez-y. Si vous êtes chez votre libraire, avant de l'acheter, vous l'ouvrez et puis vous vous installez et vous commencez à lire pour voir si le style, parce qu'on peut être désarçonné par cette manière d'écrire. Et j'étais franchement déçu. Donc, c'est mon goût à moi, mais allez-y. C'est le truc c'est ça qui est bien sur les librairies indépendantes. C'est pas comme d'autres endroits sur le web et tout ça. C'est-à-dire que vous prenez le livre, vous commencez à lire, personne vous dira rien. Et si vous êtes emballé dès les premières pages, vous le lisez. Et voilà. Moi, ça marche assez bien, en fait. C'est-à-dire que dès les premières pages, je suis à peu près certaine de savoir si un livre me plaît ou pas. C'est ce qui s'est passé pour le livre de la Grande Sophie. Alors, la Grande Sophie, c'est une chanteuse que je ne connais pas particulièrement. Enfin, j'ai pas de... je connais un petit peu ses chansons. Enfin, je sais que c'est une chanteuse, qu'elle est grande, qu'elle a une guitare. Et elle a publié Tous les jours Suzanne chez Phébus. C'est un livre très particulier. C'est écrit sous forme épistolaire. C'est-à-dire qu'elle envoie une lettre à cette Suzanne tous les jours. Et c'est un petit peu son histoire à elle, où elle commence en racontant comment elle a pu être déstabilisée par le fait que son disque ne marchait pas. Ça commence par « Chère Suzanne, j'ai failli tout arrêter ». Et en fait, à la fois, c'est sa vie, son introspection, une sorte de journal au quotidien. J'ai trouvé très touchant, qui est un peu à l'image de la couverture en aquarelle, tout en nuances. J'ai vraiment dévoré, moi, le livre. Elle parle de sa vie, de sa carrière, mais aussi de ses envies, de ses états d'âme. Donc c'est un livre sensible, d'une femme sensible, avec une plume très particulière, elle est drôle parfois. Vraiment, même si vous ne connaissez pas la chanteuse, je vous conseille ce livre. C'est chez Phébus, ça s'appelle Tous les jours Suzanne, et c'est la Grande Sophie.
Alors moi, j'ai redécouvert un livre, j'ai découvert parce que je le connaissais pas. Vous savez, là, on a adoré Hélène Gechtern, c'est cette fameuse écrivain que j'adore, qui est pour moi une des grandes révélations, une grande écrivain de notre époque, qui avait fait 555 qui était une sorte de polar sur fallait le faire, hein, sur Scarlatti et ses sonates, parce que Scarlatti, et c'était absolument éblouissant. Et elle avait fait le dernier qui est aussi éblouissant, c'est Césambre, sur ses secrets de famille en Bretagne, chez Grasset, qui est vraiment une merveille, vraiment, elle écrit. Et là, j'ai redécouvert, je sais pas, dans ma bibliothèque, un livre qui s'appelle L'odeur de la forêt, chez Arléa, toujours d'elle. Alors, c'est 700 pages, hein. Mais 700 pages, c'est moins compliqué que lire, pudiquement, je passerai des noms de cette rentrée qui sont absolument imbitables. Et alors, c'est l'histoire... c'est comme une histoire de cette famille. C'est 7 destins. On est en 20e siècle. C'est la correspondance et les photographies d'un jeune homme qui s'est fait tuer pendant la guerre de 14 et qui entretenait une correspondance avec un grand poète. Et là, il y a une photographe qui découvre la correspondance et des lettres. Et à travers cette correspondance et des lettres, elle va mener une enquête. Et là, vous avez plein de destins. C'est irracontable. C'est-à-dire, c'est les 3 mousquetaires de Dumas, tellement il y a de choses. Ah ouais. C'est une histoire du XXe siècle à travers ces destins. C'est-à-dire que vous allez parcourir l'Europe, la Suisse, le Portugal, la France, vous allez découvrir des mondes complètement différents. Et alors, elle a ce sens de... on l'a pas, hein, de raconter et de vous tenir en haleine à travers. Parce que vous dites, moi, quand j'ai commencé à lire ça, je dis, je vais pas me souvenir de... Et en fait, vous êtes pris complètement dedans. C'est éblouissant. Alors, pour moi, c'est une révélation. C'est-à-dire que c'est de la qualité de Césambre. C'est-à-dire que Césambre, les gens me disaient, oh oui, c'est gros. Mais là, vous êtes complètement emballé, les secrets de famille, c'est incroyable. Elle a un talent de conteuse d'histoire, elle vous emmène là aussi dès les premières pages. C'est pas nouveau, hein, c'est sous format de poche. Allez-y, c'est un format de poche. Alors, et n'ayez pas peur une fois. Pareil, si vous êtes chez votre libraire, vous commencez à le lire, vous en lisez 20-30 pages et vous allez voir, si vous commencez les 20-30 premières pages, vous pourrez pas lâcher. Vous êtes foutu. Faut le remettre, si vous êtes libraire, remettez-le en pile parce que je suis sûr qu'il y en a. On n'est pas nombreux à avoir en pile ce livre. C'est vraiment extraordinaire. Pour moi, ça va être un des grands conseils de cette année. Ça date de 2016. Hein. Ça s'appelle L'odeur de la forêt. Donc, c'est encore une fois format poche. Et comme pour les livres, c'est comme les générations maintenant. Si vous avez un certain âge, on vous met au rebut et que 2016, pour beaucoup de gens, c'est fini et c'est mort. Et là, allez-y, c'est vraiment d'une modernité incroyable. Et c'est notre rôle de libraire et de cette émission, c'est de remettre en lumière des choses dont on ne parle pas forcément. Il y a quelqu'un qui nous a remercié sur les réseaux d'avoir conseillé Les Frères Holt, qui est un de nos livres fétiches de Marcia Davenport, qui est l'histoire vraie de ces 2 frères qui sont... alors j'ai oublié le nom de cette maladie en fait où ils entassent les journaux et c'est une histoire redoutable, c'est magnifiquement bien écrit et quand on parle avec les lecteurs, moi j'ai des lecteurs qui, comme nous, hein, on lit des tonnes de livres, on s'en souvient, il y a des tonnes de livres qui passent à la trappe parce que même s'ils sont bons, on oublie l'histoire, mais là ce livre a fasciné des gens 20 ans, 30 ans après, c'est incroyable. C'est mon cas, hein, c'est un des livres qui reste en tête, dans la c'est une énigme, donc c'est une maison dans un quartier de New York et donc on ne sait pas comment ces 2 frères sont morts entassés sous leurs journaux, sous leurs papiers. C'est incroyable. C'est très bien. Et alors c'est quand même oui, c'est le syndrome de Diogène, absolument. C'est charmante réalisatrice qui me dit, c'est le syndrome de Diogène. C'est bien d'avoir des gens qui sont cultivés. Des gens cultivés qui ont du vocabulaire. Oui, ça change. Elle est toute rouge. Qu'est-ce que parce qu'on m'a dit que je parlais pas assez de BD, mais bon, c'est vrai. Mais on tâchera de refaire une... C'est bon ? Ouais. On tâchera de refaire une spéciale BD, mais ça, c'est plus que de la BD. Parlez bien dans le micro. Journal inquiet d'Istanbul, le combat d'un... Oh, génial. C'est à travers une bande dessinée en 2 tomes. C'est l'histoire de ce jeune... dessinateur, caricaturiste. Il est turc, hein. Il va raconter... Alors, il est issu des milieux les plus populaires. Il va raconter comment il va essayer de monter dans les médias, ainsi de suite. Et c'est une histoire de la Turquie, comment il y a la censure, la colère, le désespoir. C'est-à-dire qu'il y a des moments...
pense que Erdogan va chuter et qu'on va être face à la démocratie. C'est pas du tout ça. C'est comment, voilà, c'est ce genre de pays dont on n'imagine pas comment vécu de l'intérieur. C'est difficile, c'est dramatique, hein, souvent. La vie de ces caricatures. Il y a Cartooning for Peace, je rappelle, hein, l'association montée par Plantu et Kofi Annan, qui aide qui sont pour la promotion du dessin de presse. Et c'est un livre formidable, et je trouve que là, c'est lisible à partir de 16 ans. À travers cette BD, vous allez voir un autre monde, une autre. Nous, on se plaint de nos démocraties sans arrêt, mais là, on voit que ce que c'est que de vivre et la liberté d'expression. C'est-à-dire que là, on parle de liberté d'expression en ce moment, mais là, la liberté d'expression, vous voyez vraiment ce que c'est, quoi. Il est poursuivi comme beaucoup de gens là-bas. Oui, c'est ça, et en plus, avec les interdits, avec les condamnations, avec les pressions, la peur dans laquelle ils sont à chaque fois. Et puis comment ils croient à un moment que la démocratie va revenir, et puis en fin de compte, c'est encore pire qu'avant. C'est vraiment. Et puis les illustrations, c'est de talent. Donc ça, c'est le volume 1, c'est le premier volume, et vous avez donc ce deuxième volume qui est 2007-2017. Donc ça, c'est le début, c'est début de dessinateur. Ça vaut tous les bouquins de géopolitique. Hein. C'est-à-dire, si on vous parle de Turquie avec des gros essais, faut les lire, je ne suis pas contre, mais là, c'est une très bonne introduction pour redécouvrir ce que c'est que la Turquie actuelle, contemporaine, à travers quelqu'un de normal, enfin de petit. C'est pas... voilà. Non, mais ça marche bien. En plus, les romans graphiques comme ça. Hein, comme ça, oui, ça, mais c'est du très beau graphisme. Il y avait ça qui est paru dans les coulisses du musée. C'est une saga, Kate Atkinson, qui est là aussi, vous pouvez tout lire d'elle. C'est en format de poche. Franchement, c'est pour ceux qui cherchent des livres de poche intéressants, enrichissants, qui vous apprennent des choses. Là, vous vous en souvenez de ce livre, Gérard? Moi, je ne l'ai pas relu, mais je me souviens qu'on avait adoré. Et puis, il avait été un des énormes succès à la parution. Hein. C'était vraiment une révélation. Et puis, elle a un humour décapant, c'est vraiment une... Là, vous cherchez des petits livres pas chers pour découvrir des auteurs, allez-y, parce que ça, c'est vraiment une c'est une saga d'une famille sur plusieurs générations. C'est vraiment, vous rentrez au cœur d'une famille moyenne anglaise. Formidable conteuse également que Kate Atkinson. Alors moi j'adore cet auteur chinois, Qiu Xia, alors c'est sûrement que ça tombe, Qiu Xia Olong, c'est chez Piccolo, c'est Liana Levy, c'est leur collection de poche, ça s'appelle Le Juchti et le poète révolutionnaire. Alors ça c'est un polar, hein. Elle en a écrit vraiment beaucoup sur la Chine, si vous voulez découvrir la Chine de l'intérieur à travers des polars, à travers le suspense, c'est super bien écrit. Alors c'est l'époque d'une impératrice, une des dernières impératrices chinoise, et elle est odieuse. Enfin, c'est vraiment une caricature. Lui, il est le juge, alors il est un peu faux cul. Enfin, voilà, il est avec elle sans être avec elle. Et paraît un espèce de poème par un poète, et c'est absolument révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il se révolte contre l'impératrice, et elle le charge le juge-t-il de découvrir qui est ce poète, et c'est une enquête. En même temps, ça vous fait découvrir cette époque. C'est absolument, c'est pas cher. Addictif. Et voilà. Et alors, ça me permet de redécouvrir un de mes livres de Yung Chang. Ça s'appelle L'impératrice Cixi. C'était génial ça. C'est chez Texto. C'était super. Puis ils ont gardé la couverture. C'est la pire impératrice, c'est la dernière impératrice de Chine. Alors elle va éliminer tout le monde pour rester impératrice. Non, mais elle était odieux. Enfin, mais c'est à la fois. On ne sait pas qui est cette femme, c'est-à-dire qu'elle est à la fois intelligente, elle est auteure, elle est conservatrice, elle est prête à tout pour le pouvoir, mais c'est vraiment c'est une histoire vraie. Hein. J'avais raconté l'histoire qui était absolument fascinante, c'est-à-dire que les Anglais lui offrent une locomotive et un train à vapeur, mais elle décide que la vapeur c'est mauvais pour les esprits. Donc qu'est-ce qu'elle va faire pour aller du palais d'été à Pékin? Elle va prendre des esclaves et ils vont tirer la locomotive pour aller du palais d'été, comme ça il n'y aura pas de vapeur. Tout est comme ça, elle est monstrueuse, mais c'est aussi pourquoi la Chine va s'effondrer. Pourquoi il va y avoir la République dans un temps et après le communisme. C'est un personnage de femme absolument incroyable. Et on rentre dans le harem, effectivement, le harem de la cité interdite où elle vivait entourée de nuques. Hein. Et c'est vraiment bien d'avoir gardé la même couverture. L'impératrice Cixi, la concubine qui fit entrer la Chine dans la modernité, c'était en collection de poche, en collection texto. Et là aussi, on vous le garantit. Puis là, on voit que les femmes peuvent être l'égale des hommes. Il n'y a pas de problème au niveau de la méchanceté. Allez, merci. C'est fini pour aujourd'hui, Gérard. Et la semaine prochaine, ne manquez pas l'émission. On va vous parler du livre formidable de Philippe Villain et de celui d'Éric Solal. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.